Pavlenko. Il est 8h40. Le Zoom Info sur Europe 1, comment ça va l'Europe lors d'une conférence de presse à l'Elysée? Le chef de l'État a dévoilé hier ses priorités pour la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Alors, petite précision, Conseil de l'UE. Vous ne confondez pas avec le Conseil européen, qui est l'Assemblée des dirigeants des 27, ni le Conseil de l'Europe. Vous voyez, c'est très simple, il y a les trois institutions qui ont le même nom. Bon, c'est important, cette présidence qui va durer du 1er janvier au 30 juin. On en parle ce matin avec Vincent Trémollet de Villers, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri. Et Patrick Martin-Génier, bonjour à vous. Bonjour. Dimitri. Spécialiste de l'Europe, vous avez plein de fonctions, mais on va se contenter de spécialiste pour le moment, si vous le voulez bien. Ouais. Première question, sur l'instrumentalisation politique de cette présidence française de l'Union. On va évacuer cette question-là, mais qui était évidemment très saillante en cette période de pré-campagne présidentielle. Patrick Martin-Génier, y avez-vous vu, vous, dans cette volonté de mettre en scène ce programme de la France pour les 6 prochains mois à la tête de l'Union européenne, une volonté politique d'instrumentalisation de la part du chef de l'État? Écoutez, est-ce qu'on peut parler d'instrumentalisation? Hier, le président de la République a dit que c'était pas de sa faute s'il y avait eu le Brexit. Donc ça a modifié l'ordre du jour de la présidence de l'Union européenne. Maintenant, c'est une chance pour lui et pour la France de pouvoir présider l'Union européenne pendant 6 mois, que ça tombe effectivement il y a une sorte de concordance des temps avec l'élection présidentielle. Et effectivement, c'est quelque chose d'important pour lui. Mais vous savez, je crois que les Français sauront faire la part des choses entre cette gestion de l'Europe et la campagne présidentielle. Et donc, c'est aussi quelque chose à risque. C'est pas forcément quelque chose qui est important, dont il peut tirer un bénéfice politique. Vous savez, il y a des thèmes qui sont très importants, tels que le thème migratoire, la croissance, la cohésion sociale. Et si sur ce point, effectivement, il ne réussit pas un certain nombre d'objectifs, ça peut également se retourner contre lui. Mais les Français feront la part des choses. Et le président de la République a dit qu'il assumerait ses fonctions jusqu'au bout de son mandat, sous-entendu le mandat présidentiel. Mais il espère bien terminer au mois de juin s'il est réélu président de la République. Vincent, est-ce que vous considérez que Patrick est un peu naïf dans cette vision des choses, ou est-ce que non, je ne jugerai pas de la naïveté de Patrick. Je pense simplement que depuis quelques semaines, depuis quelques mois, on nous présente cette présidence de l'Union européenne par Emmanuel Macron comme un élément central et décisif de sa campagne présidentielle, dans le camp même d'Emmanuel Macron. Donc est-ce que c'est une instrumentalisation ou est-ce qu'il utilise une fenêtre d'opportunité? De toute façon, il est là, il le fait. Alors après, moi je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu à contre-temps, et on l'a vu hier, c'est que dans l'idée d'Emmanuel Macron, cette présidence était le moyen de montrer une forme de compétence au carré. C'est-à-dire, je suis compétent plus que les autres en France, et je suis compétent plus que les autres à l'échelle européenne. Et les autres, c'était qui? C'était des candidats qui sont renvoyés hors du cercle de la politique raisonnable ou des propositions politiques acceptables, c'est-à-dire soit Jean-Luc Mélenchon, soit Marine Le Pen, soit Éric Zemmour. Et à partir de là, cette présidence pouvait renforcer cet effet de contraste que veut le président de la République. Mais à partir du moment où il y a maintenant une candidate, Valérie Pécresse, qui est dans plusieurs sondages au 2e tour et qui pourrait affronter Emmanuel Macron, cet effet disparaît complètement et apparaît même comme à contre-temps. Donc je crois qu'il a voulu utiliser cette présidence de façon politique, mais je ne sais pas si ça va le servir. Vous savez, hier, en regardant la conférence de presse, j'ai pensé à la célèbre phrase de Claude Imbert, quand j'entends le mot Europe, je sors mon oreiller. L'Europe n'est pas un thème attractif politiquement, électoralement, et l'Europe n'est pas en campagne électorale un thème qui peut permettre à un candidat de faire chavirer les foules. Quand Emmanuel Macron sera en photo entre Charles Michel et Ursula von der Leyen, je ne sais pas si c'est plus porteur que d'être sur un marché dans la France périphérique en train de parler aux électeurs. Mais Patrick Martin-Génier, c'est vrai, le président de la République s'est d'ailleurs lui-même ému d'un étiolement du sentiment d'appartenance des Français à l'Europe, qui sont historiquement assez tièdes à l'égard de l'institution. Je regardais les enquêtes d'opinion sur l'Europe depuis 10 ans. Vous n'avez en moyenne que 50-60% des Français qui s'y disent attachés. Comment interprétez-vous cette tiédeur française à l'égard de l'Union européenne? Alors, lorsqu'on parle de tiédeur, moi je mettrais peut-être un petit bémol, parce qu'aucun des Français ne souhaite aujourd'hui sortir de l'Union européenne. Et oui, il n'y a plus aucun candidat qui ne le propose d'ailleurs. Il n'y a aucun candidat qui le propose, et donc, selon moi, il y a une adhésion, même s'il faut avoir une approche critique sur l'Union européenne. Personne ne propose en France de
de sortir de l'Union européenne. Personne n'a dit que... disons. Plus par personne. François Asselineau. Je veux dire, parmi les candidats raisonnables, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a aussi historiquement une responsabilité politique depuis des décennies. J'ai rarement vu un président, un responsable politique en France assumer pleinement donc l'Europe. L'Europe, il faut la soutenir et c'est l'ADN du président de la République. C'est rare aujourd'hui qu'on ait un président qui n'est jamais varié dans son soutien à l'Europe. Alors vous allez me dire, il est jeune, mais ça fait partie de son ADN. Donc ça, c'est important. Mais il avait célébré son élection en 2017, Emmanuel Macron, au son de l'Aude à la joie, l'hymne européen. Etc. Mais il a aussi été critique vis-à-vis de l'Europe et c'est pour ça qu'il porte, je ne suis pas son porte-parole, mais enfin, je veux dire par là qu'il porte un certain sentiment de réforme de l'Europe. Il est critique, par exemple, il dit, il y a des gens en Hongrie, en Pologne, qui ne veulent plus de l'intégration européenne. Et il annonce hier à la conférence de presse qu'il va aller rencontrer Viktor Orban et les pays de Visegrad lundi. Ce qui veut dire qu'il veut entamer un dialogue. Et donc c'est important. Et il voit bien qu'il y a de grands défis. Pourquoi ? Parce que, par exemple, sur la thématique migratoire, il voit bien que l'Europe doit être réformée, qu'il faut mieux protéger les frontières. Il a le sentiment qu'il y a une augmentation du vote populiste liée à un certain nombre de défis, la croissance, l'emploi. Il a dit si l'Europe ne crée plus d'emploi, c'est terminé. Il y a même un risque de guerre. Si l'Europe ne protège pas ses frontières, eh bien le vote populiste, le vote nationaliste va augmenter. Donc on voit bien qu'il a des priorités aujourd'hui, mais qu'il veut réformer cette Europe. Ce sera certes difficile en seulement 6 mois, mais enfin il y a des projets qu'il veut lancer, comme par exemple le salaire minimum. Il reçoit Olaf Scholz aujourd'hui. Eh bien le social-démocrate a décidé d'augmenter à 12 € le SMIC horaire en Allemagne. Oui, c'est une décision de politique intérieure. Ce sont des décisions politiques intérieures, mais il a dit qu'il souhaitait avancer sur la directive sur un salaire décent. Donc on voit bien qu'il y a un aspect social qui paraît important parce qu'il veut répondre aux préoccupations des citoyens. Tiens, précisément, Vincent, le chef de l'État a commencé sur la réforme de Schengen. Il souhaite un pilotage politique de l'espace Schengen. Qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers cette il faut comprendre une chose que Emmanuel Macron a compris et qu'enfin beaucoup de gens qui soutiennent l'Europe ont compris, c'est que l'Europe refusait même la notion de puissance. C'est-à-dire que l'Europe s'est construite sur l'idée d'une organisation commerciale gérée par le doux commerce et par le droit et par les normes. La paix et le marché, c'était ça le projet. À partir de là, c'était ça le projet. Et donc, la notion même de la puissance et la notion même de la souveraineté, le premier élément, c'est la frontière. Et beaucoup de membres de la Commission européenne et beaucoup de dirigeants européens sont encore gênés par cette notion de frontière parce qu'elle renvoie à... Frontière égale égoïsme. Frontière égale égoïsme, égale nationalisme, égale guerre, égale les conflits qui ont fait qu'après nous avons fait l'Union européenne. C'est ça le problème central de cette histoire. Et donc Emmanuel Macron a reporter l'absence des mots souveraineté et puissance à l'échelle du continent. Moi, il me semble que c'est une illusion, c'est-à-dire que la souveraineté ne peut se faire qu'à l'échelle de l'État-nation, et ensuite il peut y avoir un bloc que serait l'Europe et qui serait indépendant. Je pense que le mot indépendance est plus fort, mais c'est ce qu'il a voulu reporter. Donc c'est ça qu'il a essayé d'expliquer. Mais quand on est arrivé dans le détail, et là ça a touché à la politique intérieure, et c'est-à-dire notamment la transformation par le référendum d'un certain nombre de règles constitutionnelles pour pouvoir changer la politique migratoire en France, tel que le propose un certain nombre de candidats, Emmanuel Macron a dit que ça ne serait pas le cas et que lui ne partageait pas ce point de vue. Donc on voit bien qu'il a compris la volonté des peuples, c'est-à-dire une reprise en main politique de cette construction qu'est l'Union européenne. Après, il n'a pas donné d'éléments extraordinairement concrets pour savoir comment il allait le faire. Il y avait peut-être une ambiguïté aussi dans le discours d'Emmanuel Macron. Est-ce que ce qu'il propose, cette souveraineté européenne, c'est une remise en cause de l'indépendance nationale ou bien l'Europe n'a pour but que de servir les intérêts français? On poursuit la conversation avec Vincent Trémollet du Figaro et Patrick Martin-Genier dans un instant. Europe 1, Europe Matin. Dimitri Pavlenko. 8h52, le journal permanent, Alban Le Prince. Dans l'affaire des licences de pêche, ce matin sur Europe 1, Julien Denormandie, le ministre de l'Agriculture, estime qu'il n'est pas possible que le Royaume-Uni ne respecte pas sa signature. Annick Girardin, la ministre de la Mer, prévient si les autorisations ne sont pas rendues d'ici ce soir, la France ira au contentieux. C'est le grand jour pour Olaf Scholz. Le nouveau chancelier allemand effectue son premier déplacement officiel à l'étranger aujourd'hui. Et c'est à Paris où il déjeunera avec Emmanuel Macron. Sur le front de l'épidémie de Covid, Gabriel Attal annonce ce matin 8 millions de créneaux de vaccination supplémentaires d'ici début janvier. Le porte-parole du gouvernement qui fait état de 700 000 injections réalisées hier, un nouveau record.
Si vous êtes dans le Pays Basque, prudence ce matin. Plusieurs communes se réveillent les pieds dans l'eau. Alerte rouge, inondation à Cibourg et Saint-Jean-de-Luz. Rouge aussi pour crue à Bayonne, où les voitures et motos sont en cours d'évacuation. Europe Matin. Louis XIV disait « L'État, c'est moi ». Emmanuel Macron voudrait-il nous faire comprendre que l'Europe, c'est lui, ce président incollable, premier de la classe hier, incontestablement. Durant cette présentation des priorités de la présidence française de l'Union européenne, Vincent Trémollet du Figaro est avec nous, Patrick Martin-Genier. Tiens, l'actualité aussi nous est intéressante puisque Olaf Scholz, le nouveau chancelier allemand, est en déplacement à Paris. C'est de tradition que le nouveau dirigeant de la France ou de l'Allemagne se déplace chez son voisin immédiat. Et peut-être que ce qui rend Emmanuel Macron ambitieux sur le terrain de l'Europe, c'est que Olaf Scholz est peut-être le chancelier dont il a rêvé pendant 4 ans, qu'il n'avait pas eu avec Angela Merkel. Olaf Scholz, y a-t-il un alignement des planètes avec Berlin là ? Alors, est-ce qu'il y a un alignement des planètes ? En tout cas, il va tester son partenaire, le nouveau chancelier, qui, comme vous savez, est social-démocrate. Donc, c'est quelqu'un qui est peut-être plus sensible à la dépense publique et donc peut-être à tous les instruments de relance européenne. Ceci dit, il faut être extrêmement prudent parce que Olaf Scholz a signé un contrat de gouvernement qui est extrêmement complet, avec 177 pages, dont on dit en Allemagne... Puis les contrats de gouvernement en Allemagne, c'est pas comme chez nous, voilà, c'est du sérieux. C'est publié sur le site internet du gouvernement. Avant de prendre une décision en Allemagne, on regarde le contrat de gouvernement et on le respecte. Et il se trouve que le ministre des Finances, c'est Christian Lindner, qui est un libéral. Qui sera lundi dans le bureau de Bruno Le Maire d'ailleurs. Absolument, et qui est lui partisan d'une orthodoxie budgétaire très stricte. Il est partisan du respect de cette limite, vous savez, de Maastricht, 3%. Maastricht d'ailleurs, dont on fête les 30 ans aujourd'hui, c'était le 10 décembre 1991, avec les différents critères. Et donc, les critères, c'est 3% du PIB, 60% d'endettement. Et là, il est partisan de cette orthodoxie budgétaire. Maintenant... Emmanuel Macron a dit, c'est vieux, il y a 30 ans, il faut changer ces règles. Emmanuel Macron pense que les règles budgétaires et financières doivent être adaptées au service de la croissance, avec un cadre simplifié. Donc, c'est ça qui va être important. Alors, je complète ce que vous dites, Patrick Martin-Genier, avec ce que nous racontait Hélène Kohl, notre correspondante à Berlin, qui dit, oui, mais regardez, il impose Olaf Scholz à tous ses ministres d'avoir des conseillers francophones qui parlent le français, dans une volonté de dialogue. Il est question aussi d'un assouplissement de cette orthodoxie budgétaire du côté des libéraux, en disant il faut peut-être donner des gages à la France, et les enjeux actuels font qu'il faudra dépenser plus. Donc les règles des 3%, il n'y aura peut-être pas ce rigorisme des Allemands. Tout à fait. Mais alors attention, parce que ce n'est pas en 6 mois qu'on va régler tout cela. D'abord, c'est dans les traités, donc il faudrait changer les traités. Et vous savez qu'aujourd'hui, changer les traités européens, c'est quasiment impossible, c'est mission impossible. Et la Commission européenne, dont c'est sa mission, est de garder, de sauvegarder les traités. Et elle a dit qu'en 2023, on revenait au respect des critères de Maastricht. Donc voilà, donc c'est une mission tout à fait difficile pour Emmanuel Macron. Et je pense qu'aujourd'hui, il va essayer d'en discuter avec le nouveau chancelier à l'Élysée. Il n'y a pas ce risque de surjouer, Vincent Trémollet, le moteur franco-allemand relancé? Il va y avoir la tentation. Et moi, c'est en ça que je crois que le fait que cette présidence arrive en pleine campagne électorale représente, peut nourrir des inquiétudes. Je ne crois pas du tout aux critiques de l'opposition disant il utilise, ça c'est la vie, d'instrumentaliser les éléments en sa faveur. En revanche, il peut y avoir la tentation pour Emmanuel Macron d'afficher des résultats, notamment dans la relance du couple franco-allemand, au moment où la France est livrée dans une négociation très 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 dure avec les Allemands sur la question de ce mot obscur de taxonomie, c'est-à-dire est-ce qu'on donne au nucléaire l'écolabel qui permet aux banques de financer l'énergie nucléaire comme une énergie décarbonée. Emmanuel Macron va notamment lundi voir Viktor Orban en Hongrie, certainement pour lui demander son appui sur ce sujet-là. Et il y a plusieurs députés, dont Jean-Louis Thiriot, le député LR qui travaille à la Commission de Défense, qui ont affiché leur inquiétude en se disant il ne faudrait pas que pour obtenir l'écolabel sur le nucléaire, on le cède sur l'industrie de défense en disant que l'industrie de défense n'est pas une économie verte et que donc les banques ne peuvent pas aider à son financement. Et là, ça pourrait avoir des conséquences sur l'économie française extraordinairement spectaculaires. Donc là, on est dans des éléments concrets, un peu techniques, mais qui ensuite ont des conséquences sur notre économie sur 10 ou 20 ans. Il y a un poids de la morale. Et qui peuvent être pris en quelques semaines ou en quelques mois simplement pour pouvoir dire j'ai réussi à obtenir quelque chose. Et il y a un poids de l'éthique et de la morale qui devient périlleux finalement. Là, ce que vous nous dites, Vincent, peut s'appliquer. Je recevais tout à l'heure Julien de Normandie à l'agriculture. Il y a exactement les mêmes enjeux. Ben oui, c'est exactement la même histoire. Et donc, il y a la nécessité politique de défendre nos intérêts, ce que fait Bruno Le Maire avec beaucoup d'énergie. Mais quand elle vient
être contredite par une nécessité politique haute qui est de montrer que l'intégration européenne progresse, l'Europe c'est toujours du marchandage. Donc quand on arrive à afficher un compromis, c'est qu'on a cédé des choses. Et la question c'est qu'est-ce qu'on cède ? Et je pense qu'il ne faudrait pas que cette frénésie de campagne entraîne des décisions qui, pour un profit immédiat, auraient un coût ensuite mirobolant. Patrick Martin-Genier, c'est vrai, il y a cette logique de marchandage qui est lourde de péril. Ce que l'on va concéder, ce que l'on va obtenir de l'un, il faudra faire des concessions de l'autre. Ce que vous appelez marchandage, ce sont les compromis. L'Europe est un éternel compromis. C'est très allemand, ça. Écoutez, c'est très cher aux Allemands. Et d'ailleurs, même Angela Merkel, rappelez-vous, était Mais il faudrait prendre le temps du compromis. Voilà, que ça se fasse pas en pleine campagne. Une mutualisation de la dette, était contre un endettement commun européen. Et c'est Emmanuel Macron qui, il y a un an, l'a lancé. Eh bien, le fait est que, effectivement, on a accepté de le faire avec des limitations, des compromis, notamment sur l'état de droit aussi. L'état de droit, certains voulaient exclure carrément la Hongrie, la Pologne, d'autres ont dit non, notamment l'Allemagne. Et donc, lorsqu'on arrive à un compromis, effectivement, c'est qu'on a cédé sur un certain nombre de choses. C'est ça l'Europe, ça a toujours été ça et ça restera cela. Bon, merci messieurs. Vincent Trémollet du Figaro, Patrick Martin-Genier, merci de vos expertises mutuelles et réciproques. Merci à tous les deux.